Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout est marque fait parler toutes les marques et aujourd'hui je reçois la marque Floa, service financier, filiale de la BNP, qui compte à ce jour plus de 4 millions de clients et près de 15 000 partenaires professionnels. Pour évoquer la marque Floa, j'accueille derrière le micro Fabienne Lescornet, sa directrice marketing et communication. Bonjour Fabienne. Bonjour François-Xavier. En effet, je suis Fabienne Lescornet, je dirige le marketing, la marque et la communication pour Floa depuis 2017. Et en effet, Floa, on est la fintech du groupe BNP Paribas et on développe des solutions de paiement, des services financiers innovants pour accompagner les nouveaux modes de consommation. Là, vous êtes complètement lancé. Floa, au départ, il faut le rappeler, s'appelait Casino, Banque Casino, du groupe Casino, entre 2001 et 2020. Pourquoi avoir procédé au rebranding pour devenir Floa ? Alors oui, c'est vrai qu'on est né de la volonté du groupe Casino, qu'on s'appelait Banque Casino parce qu'on est né du groupe de retailers. Et puis en 2020, il faut voir, en 2020, on est en plein Covid, plein confinement, et on a une phase d'accélération de l'activité. On lance le Buy Now Pay Later, le paiement fractionné en bon français, et on voit que c'est une solution de financement qui prend de plus en plus d'ampleur. Et les partenaires que l'on accompagne nous disent nous, on a quand même envie d'être un peu cross-border. Et puis, on a des innovations aussi qu'on développe avec des fintechs, avec Lydia, le mini-prêt par exemple. Et finalement, cette marque Banque Casino qui a porté tout notre développement et notre croissance pendant plus de 15 ans, finalement, elle ne soutient plus la stratégie et surtout, elle ne dit plus du tout qui nous sommes. Donc, vous avez le tampon Casino derrière qui vous bloque un peu en termes de business. Alors, je ne sais pas si le tampon Casino nous bloque. C'est une très belle marque. Forcément, quand on a une marque éponyme comme ça, on profite aussi de la notoriété de ce grand groupe. En tout cas, la proposition de valeur, l'offre que l'on était en train de déployer n'était plus portée par ce nom Banque Casino, qui était trop restrictif. On nous a dit, vous faites quoi ? Vous travaillez uniquement pour Casino ? Oui. Et non, pas du tout. On travaille avec énormément de fintech, de partenaires. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas et il va falloir qu'on retravaille ce positionnement. J'ai une petite anecdote sur ce truc. Alors, à ce moment-là, on répond à un appel d'offres. On est en confinement pour un grand équipementier mobile en France. Et il nous dit, votre offre, elle est super. On a vraiment envie de bosser avec vous. Mais c'est vrai que votre marque, franchement, on ne comprend pas. On a saisi cette opportunité aussi pour pousser un peu plus fort ce sujet du repositionnement, comment on va y aller. Au départ, le sujet, c'était vraiment un repositionnement plus qu'un rebranding. Et puis, je vous expliquerai que finalement, en réfléchissant, on s'est dit que probablement le rebranding était nécessaire. Alors, quand vous dites « on a réfléchi », vous avez réfléchi, vous êtes allé avec vos idées, votre PowerPoint sous le bras, voir le PDG et dire « bon là, il va falloir quand même faire quelque chose ». Alors, ça se passe pas comme ça. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Bon, déjà, quand on aime la marque, quand on aime le branding et qu'on aime la communication, c'est vrai qu'on le voit quand même quand notre marque, elle répond plus tout à fait aux besoins business. Quand les sales mettent 20 minutes dans un salon à expliquer ce que l'on fait, se rend compte. Maintenant, quand on vient d'un grand groupe, que son actionnaire, c'est Casino, et qu'on s'appelle Banque Casino, qu'on est de ça, c'est compliqué d'aller challenger ce nom qui nous a rendu quand même bien service, même si aujourd'hui, il y a une forme de décalage. Donc on en parle avec le board et puis on se dit qu'on voulait aussi attaquer le marché international. Et le marché international, Banque Casino, c'était compliqué parce que difficilement transposable, parce qu'on avait besoin d'accompagner des partenaires cross-border. Donc là, ça devenait presque un écueil. Donc on s'est dit, il va falloir travailler notre repositionnement. Et donc, je disais parce que j'ai beaucoup travaillé ce projet avec notre DGA, Marc Lanvin. Et c'est vrai qu'on a beaucoup avancé et mené cette réflexion un peu aussi en binôme. Donc une banque qui est devenue fintech ? Tout à fait, ouais. Et ça se traduit comment en fait quand on devient une fintech ? Alors... Parce que c'est pas banal pour une marque. Non, c'est pas banal c'est pour souvent une marque. même plutôt l'inverse.
Exactement. Je pense que déjà on était un peu particulier sur le marché. D'abord, on est né de la volonté d'un groupe de retailers. Donc on a en nous ça quand même, cet ADN un peu de retailer, d'accompagner le commerce, le business. Et puis on avait cet énorme partenariat avec Cdiscount. Et Cdiscount nous a fait énormément grandir sur la digitalisation. Donc c'est vrai qu'on a été très vite plongé dans le bain de la digitalisation, de l'UX, d'avoir des offres très lisibles, autoportées, compréhensibles. On a été challengé très tôt. Et c'est pour ça aussi que pour nous, le confinement a été une opportunité. C'est que la digitalisation, elle était prête. Ça faisait presque 10 ans qu'on faisait de la signature électronique alors même que ce n'était pas tellement développé. Donc ça a été aussi une véritable opportunité. Donc le digital nous a permis d'accélérer. Les partenaires, la construction, l'innovation nous ont permis de devenir encore plus une fintech. Et je pense qu'on l'était déjà. En fait. Oui, c'est intéressant, parce que ça prouve aussi qu'une crise, quelque part, je ne vais pas dire du bon, parce que ça serait mal interprété, mais peut apporter en tous les cas un déclic, quelquefois à une entreprise, pour se dire c'est le moment. On en parlait juste avant l'émission, du bon moment. Oui, le moment. Oui, le moment, c'est clé parce que faire un rebranding de marque, déjà, c'est un peu stressant quand même, on va se le dire. Parce qu'à l'époque, on devait avoir 2 millions de clients. Notre notoriété, elle n'était pas incroyable. On avait déjà un peu de notoriété. 2020, 2 millions de clients. Il faudrait que je revérifie. Donc ça veut dire que là, 2026, c'est 4 millions, vous avez fait x2. Oui, il faudra que je revérifie quand même les chiffres. Mais on avait une forme de notoriété quand même. On s'est dit, on y va pas. Oui, c'était le moment parce qu'on voulait se lancer à l'international, on voulait se développer. Donc, il fallait que la marque soit aussi le reflet de cette stratégie ambitieuse que l'on voulait donner. C'est pas une marque pour se faire plaisir. Voilà. En quelques mots, alors, c'est un long chemin, le rebranding d'une marque. Mais vous êtes directrice marketing, communication. Vous avez entre les mains effectivement un certain nombre de décisions à prendre, et notamment lors de ce fameux rebranding. Quelles sont les grandes étapes marquantes d'un rebranding ? Alors pour Floa, en tout cas, pour Bancasino à l'époque, d'ailleurs il y a eu cette prise de conscience et cette problématique. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, nous, on n'est pas partis avec directement la solution. D'abord, on avait une très bonne agence qui nous a accompagnés sur le sujet du branding et du positionnement. Et Quelle est-elle, cette agence ? C'était Ecno, une agence lyonnaise brillante et qui nous a accompagnés sur tout ce rebranding. Donc, déjà, on a eu cette problématique et comment la marque va soutenir notre stratégie. Et puis, on s'est dit, est-ce qu'on fait un repositionnement, quelque chose un peu mou, on va dire, ou alors on y va parce que c'est le moment, parce qu'on a envie de passer à autre chose. Et voilà, la réponse est un peu dans mon propos. On a eu envie d'y aller et donc on s'est dit qu'on allait lancer ce rebranding. Et là, c'est là où commencent vraiment les travaux, parce que ça veut dire qu'un rebranding, ça veut dire définir un territoire, définir des valeurs, trouver un nom, s'assurer qu'il soit libre, disponible, s'assurer qu'il fonctionne à l'international, qu'il n'ait pas de double sens. Donc, on s'est fait accompagner avec des experts dans chacune de ces spécificités. Donc, le territoire de marque, on a travaillé avec Ecno. Ensuite, sur la partie naming, on a travaillé avec l'agence Namibi. Et c'est un exercice qui est fou, parce qu'au départ, on part avec quasiment 250 noms et à la fin, il en reste 2-3 en shortlist. Et pour le coup, il faut qu'eux soient disponibles. Donc là, on va travailler avec des cabinets de propriété industrielle, parce que les marques sont très protégées et sont aussi très prises en France. Bien sûr. Et donc, c'est comme ça qu'on a trouvé Floa. Et puis, cette agence de naming, elle avait un brief très précis. Nous, on voulait que dans notre marque, d'abord, elle soit mémorisable. Ça, je pense que tout le monde en fait ça quand on fait une marque. Oui, c'est l'un des critères, effectivement. Oui, qu'elle soit mémorisable et surtout qu'elle porte cette idée de simplicité, de fluidité. Donc, Floa, il y a le flow, le cash flow, cette idée un peu d'argent. Donc, c'était un peu tout ça qu'on voulait mettre dans cette marque. Et après, une fois que cette marque elle a été choisie, qu'elle était libre. Là, on a travaillé avec un cabinet de design pour... Vous êtes passé à l'étape design par la suite. Oui, d'accord. On a fait le intéressant. Design. Ça n'a pas été simultané au moment du nom. Bon, c'était très concomitant parce que je vous parle c'est toujours intéressant. En 6 mois, on a fait tout ça. Donc, 6 mois. Ouais. Wow. Ouais. Et déploiement sur le terrain, en quelques mois aussi ? 4 mois. En fait, on a eu un go du COMEX, je pense que ça devait être en mai ou juin. On a dit, OK, c'est bon, on y va. Donc là, on devait être entre 2 lockdowns. Et on s'est dit, OK, on va le faire. On le sort en fin d'année. Et on sort en télé. Et la première campagne commençait le 4 novembre. Quand vous avez une deadline comme ça, avec de l'achat média télé, je comprends. Vous passez un bon été. Voilà. Donc, et même, ça a quand même été une aventure formidable, même pour l'interne, ce rebranding. Parce que là, pour le coup...
on revoit tout. On parle des sites internet, des applis, des fronts, des contrats, de nos signatures email. Enfin, ça touche vraiment absolument tout, un rebranding. C'est une vraie transformation. De ce fait, alors, Floa, certes, mais si on fait le calcul entre le moment où Banque Casino et maintenant, globalement, vous fêtez un anniversaire en 2026. Oui, 5 ans. 25 ans. Il semblerait que ce soit les 25 ans. Oui, c'est ça. Oui. C'est les 25 ans, les 25 ans pardon, de l'entreprise. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est pas rien. Alors, je reviens sur le nom Floa. C'est vrai que là, je fais un peu l'élastique, mais l'origine du nom Floa, parce que là, vous en avez parlé tout à l'heure, mais il faut forcément une signification derrière un nom, selon vous, ou pas ? Ah, c'est une bonne question, ça. Moi, je pense quand même qu'une marque, elle doit avoir du sens. Elle doit être alignée avec une stratégie, un positionnement. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a travaillé et c'est comme ça qu'on l'a fait grandir. Donc, c'est vrai que dans ce nom, on s'est assuré qu'elle portait ces valeurs de simplicité, de fluidité. C'est presque un prénom, Flo, Floa, voilà, parce qu'on voulait que ça soit court, on est une fintech, donc il fallait aussi qu'il y ait une forme de proximité avec les gens. C'est ça aussi qu'on veut mettre. Il n'y a pas de logique d'acronyme. Il n'y a pas de logique d'acronyme. D'accord. Non. Le F de finance, non, pas du tout. Non, alors non, on n'a pas pensé à ça. On aurait pu le post-rationaliser comme ça, mais non, pas du tout. Ouais. Et puis surtout, on voulait aussi, comme on voulait quand même se développer sur d'autres géographies, on voulait que ce nom soit utilisable en Italie, en Espagne, au Portugal, voilà, en Allemagne. Et donc, on a travaillé ensuite avec des linguistes pour s'assurer que ce soit prononçable, que ce soit compréhensible, qu'il n'y ait pas de double sens. Parce que ça aussi, on a beau regarder sur Google, Floa, non, ça veut rien dire. Il faut éviter Coléos de Renault. Voilà. En Grèce. Voilà, exactement. Donc ça aussi, ça a été vraiment une étape clé. Puis on a fait même des sons phonétiques pour s'assurer que ça soit prononçable, mémorisable. Oui, d'accord. Et est-ce que cette marque, justement, a une identité sonore aujourd'hui ? Pas encore. Pas encore. Non, mais pas encore. Exactement. Je vous invite à écouter l'épisode avec Sixième Son de Michael Boumandil, qui est à la tête de quand même quelques sons connus sur la planète et qui est passé au micro de Toutes les marques en début d'année. Ouais. Je vous invite à les contacter, vous verrez, ils savent faire des choses super sympas. Avec le recul, quelle est, on va dire, là où les limites d'un rebranding aujourd'hui ? On sait très bien qu'on change de stratégie, donc on prend quand même des risques. On peut perdre quelques clients aussi. Il y a quelques clients qui peuvent vous dire « Ah ben moi je me reconnais plus ». Vous allez certes potentiellement avoir une politique de conquête et donc aller en chercher beaucoup plus. Quelles sont un peu ces limites à ne pas dépasser selon vous ? Avec le recul. Avec le recul, quand on refait une marque, c'est tout à fait ça. Il faut penser à toutes nos cibles. Nos cibles, ce sont évidemment les clients, parce qu'on a des clients fidèles qui étaient des clients Banque Casino. Il faut qu'ils puissent se retrouver dans Floa. Donc, et pourtant, c'est pas tout à fait la même image qu'on voulait véhiculer. Il y a nos cibles, les prospects aussi. Il faut être séduisant, attractif. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Il y a nos partenaires marchands avec qui on travaille, qui disent attendez, vous êtes Banque Casino, on travaille ensemble, pourquoi vous passez Floa ? Et puis il y a l'interne, c'est aussi une cible l'interne, parce que la marque pour qui on travaille aussi, on a besoin de s'y sentir bien, d'avoir un sentiment de fierté. Donc c'est vraiment comme ça qu'on l'a travaillé, qu'on a revu ce rebranding. Bien sûr. Quand on a fait le reveal, parce qu'on a travaillé, sous un nom de code pendant, on disait rien, on a passé un été, on disait rien, tout le monde savait qu'il y avait un projet au-dessus de la marque, mais est-ce que c'était un repositionnement, une nouvelle couleur du logo, voilà. Et quand on a fait le reveal en octobre, on a commencé par l'interne évidemment, et quand on dit voilà, on est Floa. À la fin de la présentation, il y a un collaborateur qui est venu me voir, il me dit mais en fait tu sais, on était déjà Floa, t'as juste fait que nous le rappeler. Donc ça, c'est vrai que c'était une satisfaction. Et on a fait ensuite la présentation aux partenaires, et là aussi une très bonne adhésion. Et ça, c'était important, parce que nous, on est une marque qui travaille avec des partenaires. Et ça, c'était quelque chose qu'on voulait développer. On savait que pour développer une marque, on n'aurait pas les budgets comme de certains mastodontes qu'il y a face à nous. Et pourtant, on a des clients, on est leader sur le marché du BNPL. Donc, on s'est dit, on va travailler aussi avec nos partenaires. Et on veut développer le co-branding. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on voit bien que notre marque aussi, nos partenaires business adhèrent et ont compris la promesse de Floa. Belle adhésion, en tous les cas, vous le racontez merveilleusement bien. Est-ce qu'une nouvelle marque est facilement acceptée justement par les clients ? Certes, vous avez une histoire, Banque Casino, donc les clients Banque Casino vous connaissent. Est-ce que ces fameux clients derrière vont l'accepter facilement ? Est-ce que les nouveaux clients vous acceptent
aussi facilement que ceux-là? Alors c'est plus facile de répondre à cette question 5 ans après, parce qu'on a des preuves. Donc, j'ai bien fait de vous inviter 5 ans après. Exactement, voilà, c'est ça. On regarde dans le rétroviseur et on regarde les retours d'expérience. Quand on a lancé la marque, le sujet de la scénarisation du reveal auprès de nos clients était clé. Donc on s'est dit, il va falloir l'expliquer. Et donc on a eu une phase un peu transitoire. On disait, Banque Casino devient Floa. Banque Casino va devenir Floa et Banque Casino est Floa. Et finalement, chez Floa, on est un peu obsédé par l'expérience client. Alors il y a plein de marques qui vont vous dire ça. On commence à avoir quelques preuves. C'est le domaine bancaire qui l'est. Oui, mais pas que. C'est normal. L'expérience client, quand on est digital, c'est un peu... c'est normal, c'est important. On a besoin de la confiance, on a besoin d'accompagnement. Donc c'est quelque chose qui est important. Et quelque chose qu'on travaille beaucoup chez Floa. J'y reviendrai après sur l'UX, le service client, etc. Quand on regarde maintenant un peu dans le rétroviseur, donc on a fait tout cet accompagnement client. Et ben notre marque, elle a été élue marque de l'année en 2024-2025 et elle vient d'être élue pour la 3e fois. Donc on en est très fiers parce que ça, c'est les consommateurs qui nous le disent. Et finalement, une marque qui est élue marque de l'année quand on a 30 ans, 40 ans d'existence, c'est bien, ça vient valider ce qu'on fait. Mais nous, on est une marque jeune, donc ça, c'est un vrai témoignage de confiance et c'est un label de qualité. Et c'est vrai que ça me fait plaisir, évidemment, mais pour toutes les équipes, tout le travail qui est mené, parce que c'est une marque, c'est beaucoup de rigueur et de méthodologie, c'est aussi une reconnaissance d'un savoir-faire et du travail qui est mené par toutes les équipes. Donc un beau levier de séduction via le digital, finalement. Via le digital, c'est ça. Et même en branding. On utilise ce levier qui engage de labeur, une reconnaissance. On reste une marque jeune, donc c'est important aussi pour nous, les reconnaissances. Alors, on parle bien entendu des marques, mais on peut pas parler de marque sans parler du cœur, le poumon de toutes ces marques. C'est le client. Et le client que je dois peut-être connaître, moi, au travers de différentes activités, mais en même temps, quel est le client de Floa Bank aujourd'hui, s'il y avait une forme de portrait robot? Sur l'industrie du BNPL, du Buy Now Pay Later, du paiement plusieurs fois par carte bancaire, aujourd'hui, en France, le marché, clairement, est à maturité. C'est à peu près 7 Français sur 10 qui l'utilisent pour les voyages, les achats de Noël, le Black Friday, tous les grands temps forts de la consommation. Donc finalement, le client Floa, c'est quand même le consommateur français et européen. On voit qu'on a recours au BNPL pour se faire plaisir, évidemment, pour acheter quelque chose d'un peu plus durable. Quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, quand on a 55, c'est toutes les populations qui, justement, viennent à vous naturellement? Alors, nous, on finance beaucoup de tech, d'électroménager. Il n'y a pas de segmentation client. Tout le monde peut venir à nous, évidemment. Mais ce que l'on observe quand même, c'est que c'est très représentatif de la population française, puisqu'aujourd'hui, on est sur un marché qui est à maturité. D'accord. Paiement fractionné, alors on va parler plus dans un jargon, je dirais, pour les plus novices. Si on doit l'expliquer, ce fameux paiement fractionné, comment, en quelques mots, comment on pourrait le décrire? C'est le fait de payer en 4 fois un achat plutôt que de le payer en une fois de façon aussi simple, sans rupture dans son parcours d'achat. C'est de la facilité de paiement. C'est de la facilité de paiement. Je paie le premier quart le jour de mon achat et ensuite je paye les 3 dernières mensualités. On peut monter jusqu'à 10 fois, 12 fois chez vous? On peut, c'est plus anecdotique, on peut, et le parcours nécessite un peu plus de vérification. C'est vrai que c'est le schéma classique qu'on retrouve dans le paiement fractionné un peu chez tout le monde. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est plutôt 3 fois, 4 fois. Oui, c'est quand même ça la facilité de paiement la plus répandue aujourd'hui. La vision long terme de Floa sur le marché du paiement fractionné, ou plus largement du crédit à la consommation, quelle est-elle en 2026? Parce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements depuis 2 ou 3 ans, dirons-nous, entre les guerres, l'inflation, une baisse du pouvoir d'achat en général, etc. Alors, elle est compliquée cette question, mais en tout cas, nous, notre vision et notre position, notre accompagnement chez Floa, c'est de se dire, on accompagne les nouveaux modes de consommation. L'innovation, elle est vraiment au cœur de notre activité. Je parle de l'innovation produit, mais au service des clients. Bien sûr. Donc, on a lancé le mini-prêt au moment où personne n'en faisait. Et là, 500 €, c'est ça, non? Maximum 500 €. Ouais, ça peut commencer à partir de... Un prêt de dépannage. 500, voilà. Je veux partir en week-end, j'ai besoin de 500 €. Plutôt que de sortir de l'épargne, j'utilise mon mini-prêt. Et là, on voit qu'il y a des nouvelles façons de consommer. D'abord parce qu'il y a une prise de conscience, je pense, des Français aussi sur la consommation. Certains ont envie de mieux consommer, mais c'est pas toujours possible, facile, c'est parfois un peu plus cher. Et puis aussi parce qu'il y a aussi des problématiques de pouvoir d'achat, comme vous le disiez. Donc nous, on pense que
Quand on fait du paiement, on en rôle à jouer au moment de la consommation. Et donc, on a lancé une offre qui s'appelle Circle Pass, par exemple. J'ai un vieil iPhone qui est en train de tomber en panne. Je veux m'acheter mon prochain iPhone, le nouvel. Je vais pouvoir le faire reprendre dans le parcours et la valeur de reprise va amoindrir mes mensualités. Le vieil iPhone sera recyclé et remis dans le second marché. D'accord. Exactement. D'accord. Voilà. Donc, nous, on pense que c'est bien pour le business, évidemment, parce que ça permet de se payer un nouveau téléphone. C'est bien pour le consommateur, ça fait baisser le prix de son téléphone. Et c'est bien parce que je pense qu'on recycle un vieux téléphone qui va devenir le nouveau de quelqu'un. Donc, on fait durer les objets. Et ça, je pense que ça a de la valeur, ça donne du pouvoir d'achat aux clients et on fait durer les objets. Banque à la vision circulaire. On essaie, en tout cas, on pense que l'innovation, que les nouveaux modes de consommation, nous, on doit être là et on doit essayer de trouver des solutions grâce à la technologie, grâce à l'UX, parce que on peut le faire aujourd'hui. Quels sont vos produits, vous les commercialisez bien sûr sur votre site, Floa, mais vous les commercialisez aussi ailleurs. Sur quel type de plateforme, de site e-commerce par exemple? Alors, on a 20 000 partenaires marchands sur lesquels on peut payer en 4 fois. Donc, tout le e-commerce, tous les sites partenaires e-commerce et aussi en point de vente. Notamment Cdiscount? Notamment Cdiscount. On va faire corporate quand même. Carrément. Notamment Cdiscount, très beau partenaire. Ouais. Chez les commerçants retail physique aussi? Oui, tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire qu'un commerçant physique est plus séduit par Floa que par un autre peut-être? On a une UX qui est quand même très simple pour... D'abord, on a des solutions qui sont simples à installer, qui sont simples à utiliser. Et donc, ça, je pense que ça fait la différence. Et puis, l'accompagnement aussi de nos équipes. Donc, les équipes de Floa sont quand même très présentes du côté des marchands. Et maintenant, c'est la question qui fâche. J'ai une petite question qui fâche, mais qui est toujours sympathique. Crédit à la consommation n'a pas toujours bonne presse, notamment décriée par certains qui expliquent qui poussent les consommateurs, notamment les plus modestes, à s'endetter. Pour protéger les consommateurs, quelles sont les limites chez Floa que vous vous imposez ? Alors, nous, on fait plutôt du fractionné de paiement, mais on est évidemment très prudent et sur la solvabilité de nos clients. Donc évidemment, on fait très attention avant d'octroyer un accord. On l'accorde à peu près en 200 millisecondes grâce à des solutions avec de l'IA assez poussées. On interroge systématiquement le FICP, le Fichier national des incidents et des remboursements de crédit aux particuliers. Oui. On a des algorithmes également anti-fraude. Et enfin, on vérifie que le client soit solvable de la première mensualité au moment où on va lui donner notre accord. Donc avec toutes ces précautions, on est quand même très protecteur vis-à-vis de nos clients. Je pense notamment à de la formation en amont. Est-ce que vous éditez en permanence aussi de l'information pour peut-être rappeler à des consommateurs qui quelquefois dépassent un peu les limites ou qui se mettraient dans le rouge un peu trop facilement ? Alors, d'abord, nous, on a des montants moyens qui sont globalement assez faibles. On va être autour de 200 € le panier chez Floa. D'accord. Et à chaque nouvelle utilisation, le process que je vous ai décrit va être renouvelé. Donc, globalement, le consommateur est protégé. Il est informé tout au long du process de souscription. Et ensuite, on a une app qui télécharge où il va retrouver l'intégralité de ses échéanciers. Il pourra même programmer des petites alertes pour savoir quand est-ce qu'il va être prélevé. Et de toute façon, on lui enverra un email. Donc, la transparence, elle est vraiment clé pendant tout le parcours entre nous et le client. Alors, je vais rebondir sur quelque chose de plus positif parce que c'est vrai que je vous ai mis un petit peu dans l'ornière, si je puis me permettre, avec cette question. Vous parliez beaucoup du UX, donc la fameuse user experience, l'expérience client en tant que telle. Quelles sont les 3 bonnes pratiques de Floa aujourd'hui en termes d'utilisation pour les consommateurs ? Alors d'abord, je pense qu'on a développé une méthode assez redoutable. On a une UX Factory au sein de la direction marketing. Donc évidemment, on fait beaucoup de bench. Ouais. On fait beaucoup de data driven. Donc la data, c'est pas moi je préférais que ce bouton il soit en bleu, moi je préférais qu'il soit en jaune. Ça, c'est quelque chose qu'on a écarté depuis très longtemps. On se fait accompagner avec des partenaires autour de la connaissance data pour avoir des parcours hyper performants. On fait aussi des tests utilisateurs. On fait un peu de recherche. Et puis maintenant, avec l'IA, on commence à faire des POC assez prometteurs autour de l'hyper-personnalisation. Donc l'UX, elle est quand même... Un exemple ? Alors, un exemple, on va avoir des
des clients qui vont commencer un parcours et puis moi je vais être un client qui va avoir besoin de réassurance. Et ben, si je me retrouve dans ce persona de clients qui ont besoin de réassurance, probablement qu'on va me pousser élu marque de l'année auprès d'un panel de 20 000 consommateurs. On va me rappeler peut-être la mensualité à laquelle je souscris mon prêt. Voilà. Donc on va avoir le testimonial qui va bien du client qui lui correspond. Ça peut être ça. Et donc ça, on le teste là en permanence. Donc on a plusieurs personnes et on se fait accompagner de partenaires évidemment pour faire ça. Mais c'est vrai que grâce à l'IA, on voit qu'on commence à aller chercher des points de transpo supplémentaires et qu'on parle de mieux en mieux aux clients. Enfin, ça va et vous gagnez en productivité, je suppose, aussi. Parce que l'IA, c'est surtout notamment un levier qui vous permet de répondre plus rapidement aussi à certaines demandes. Alors, oui. Alors, l'IA, on la déploie. Alors, c'est très à la mode. Tout le monde va vous parler de l'IA, mais il se trouve que l'IA chez Floa, elle est quand même pas mal au cœur de nos processus. Elle est vraiment dans tous les métiers de la banque. Donc, au marketing, par exemple, on va travailler sur l'hyper-personnalisation, la production de certains contenus, par exemple. Et on a d'autres use cases qui sont en cours. Sur la relation client aussi, on a développé un bot à base d'IA qui répond à plusieurs centaines de milliers d'appels. Alors, pour des appels assez simples, après, on peut débrancher vers un conseiller. Donc, l'IA, ça permet de répondre en anglais, en espagnol, en italien, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc, c'est vraiment au service de nos clients. Donc, c'est tous ces use cases que l'on déploie grâce à l'IA et qui nous font aller quand même beaucoup plus vite. Là, hier, j'étais encore en point avec l'UX Factory qui montrait comment ils avaient, grâce à l'IA, développé un prototype qui était uniquement fait par l'IA. Avant, quand les UX faisaient ça, ça nécessitait plusieurs réunions, du travail, un peu de dev. Là, avec un prompt fait par un marketeur, pas par un UX designer, on arrive à générer des prototypes quand même très aboutis. Et ça, c'est un vrai asset, parce qu'après, quand on parle avec des développeurs, on a un échange sur quoi se baser, plutôt que de donner des fonctionnalités, une liste longue de fonctionnalités. Là, on voit déjà le prototype. Dans ces cas-là, le marketing devient moins une affaire de goût. Entre le j'aime pas, le rouge ou le bleu, est une affaire factuelle avec des objectifs précis et des déclinaisons derrière qui peuvent se vérifier avec des résultats, je suppose. Oui, exactement. Enfin, je pense qu'il faut se dire que la data est au cœur quand même de la prise de décision et ça fait déjà longtemps qu'il faut se dire qu'on n'est plus sur du j'aime pas, mais sur ça marche pas, ou ça plaît aux consommateurs, ça plaît pas aux consommateurs. En tous les cas, chez vous, je peux vous dire qu'il y a certaines marques, on est encore sur le j'aime pas. Quels sont les nouveaux comportements des clients aujourd'hui que vous détectez justement pour 2026, 2027 par la suite? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent et qu'on ne voit pas nous arriver parce que... Tout le second marché se développe beaucoup. Donc on est partenaire de Cash Converter, voilà, tous ces produits recyclés. On voit qu'il y a une vraie tendance. On fait aussi un baromètre tous les ans pan-européen, voir un peu les habitudes de paiement des Européens. Oui. Et on voit qu'ils sont prêts à payer un peu plus cher pour des produits plus durables. Donc cette conscience aussi de la consommation, on voit que ça compte pour les consommateurs, mais il y a aussi ce sujet de pouvoir d'achat. Donc, on voit que la seconde main, c'est un peu opportuniste parfois, parce qu'on arrive à se payer des biens peut-être parfois un peu moins chers, ou en revendre aussi. Quand je revends mon iPhone ou que je revends un sac dont je ne veux plus, moi, ça me fait du bien mon portefeuille à la fin du mois. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. C'est des tendances que l'on voit et que l'on accompagne avec cette offre, notamment Circle Pay. Ça a forcément un impact aussi derrière sur le développement de nouvelles offres à terme chez Floa ? Oui. Alors on observe, oui. Je vois dans votre regard que oui, mais je ne peux pas en parler. C'est ça ? Oui, on a de belles innovations là qu'on va lancer sous peu, justement parce que on a identifié des façons de consommer des clients. Donc, et ça, nous, on doit l'accompagner, leur donner des facilités, que ce soit facile, accessible depuis une appli, facile à utiliser. On n'invente rien, on leur met simplement à disposition des services qui vont leur permettre soit de mieux consommer, soit de préserver leur pouvoir d'achat, soit peut-être à suivre. Je reviendrai vous en parler avec grand plaisir. Avec plaisir. On parle de clients, on parle de user experience, etc. Qu'est-ce qui, en définitive, va rassurer le plus, selon vous, un client à venir prendre un partenaire comme Floa pour être accompagné au quotidien? C'est quoi le point de bascule pour dire les choses? Je pense que la promesse que l'on fait à nos clients, qui sont bien traités, ça c'est vraiment quelque chose qui anime
tous les départements de Floa. Donc, on a été élu service client de l'année pendant plusieurs années. Ça, et c'est pas le fait de la relation clientèle uniquement, c'est vraiment la préoccupation de tout le monde. Et ça se décline sur tout, sur absolument tout. Ça veut dire que ça se matérialise par la fiabilité du service. Ça se matérialise par quoi ? Une capacité à répondre à nos clients quand ils ont une difficulté, une capacité à les accompagner. Parfois, on ne peut pas répondre, c'est pas grave, mais en tout cas, il faut savoir les écouter et apporter une réponse, peut-être dans un temps d'eux. En tout cas, c'est la garantie d'avoir quelqu'un qui va vous écouter et qui vous apportera une réponse. C'est la fiabilité du message, la transparence finalement. La fiabilité, la transparence, la robustesse, et puis la transparence de l'information. Je reviens sur cette app-là que l'on a lancée, qui est déjà téléchargée par plus d'1 million de clients. Clairement, vous retrouvez l'intégralité de vos opérations. Il y a du self-care. Vous pouvez interagir directement avec le service client. C'est ça aussi, être disponible 24/24, 7 jours sur 7. Côté marché, les réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux à intégrer des espaces shopping ou des live shopping. Vous êtes entré dans la danse avec des solutions, visiblement, des solutions de paiement ou pas du tout ? En effet, les réseaux sociaux, c'est difficilement un peu incontournable en 2025-2026. On travaille sur les réseaux sociaux, mais nous, on travaille plutôt sur des sujets de brand, de haut de funnel. On n'est pas dans des espaces de shopping aujourd'hui, parce qu'on fait de la finance pour plein de raisons, mais on travaille plutôt le haut de funnel. C'est quand même des espaces qui sont un peu incontournables. Et puis, c'est vrai que c'est un beau territoire d'expression. Ouais. Il y a des influenceurs, il y a du reach. Je pense notamment aux marques qui vont vous vendre un sac à main, et le sac à main demain peut être payable en 3 ou 4 fois directement sur TikTok. Peut-être. Ouais, on verra. Vous êtes aussi sur un service bancaire, alors quelquefois pas forcément toujours connu, mais je m'aperçois que vous faites de la carte bancaire avec Mastercard, partenaire que j'ai bien connu, et vous faites partie d'ailleurs, je dirais presque des moins chers du marché. Moi j'ai le droit de le dire, 1,25 € par mois pour une carte bancaire. Vous êtes quand même pas très très haut en termes de tarifs, ça doit sérieusement séduire les consommateurs. Pourquoi on ne le sait pas plus ? Peut-être parce qu'on ne communique pas assez dessus, mais c'est vrai qu'elle est super, cette carte. Non seulement elle n'est pas chère, en plus il y a du cashback, il y a 1% de cashback sur l'intégralité des achats. On peut payer en 4 fois, on peut payer en 10 fois, donc elle a plein d'avantages, cette carte. Et probablement qu'on la verra un peu plus dans les mois à venir, en effet. Ouais. Une exclue, on espère vous voir peut-être sur des médias télé, je ne sais pas. Impossible d'évoquer aussi le thème de la marque sans évoquer votre communication. Comment la marque Floa, justement, imprime ? On peut y passer tous les budgets marketing du monde, mais comment être pertinent derrière tout ça ? C'est un vrai sujet et c'est un énorme boulot. Et là, franchement, c'est l'énorme travail que mène toute l'équipe marketing com, et pas que, tout le monde. On a une charte, on a des design systems, on est assez drastique sur l'utilisation de notre marque, on a un tone of voice et on n'en change pas tous les 2 matins. Donc, on essaie de s'adresser en fonction des médias, on adapte aussi quand même notre communication, mais on essaie quand même d'être très aligné, très cohérent. La communication, c'est quand même beaucoup de rigueur et beaucoup de travail. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Et puis après, pour la communication client, on a des stratégies CRM, tous les leviers qu'on peut activer sur un CRM, l'email, les notifs, l'app, le SMS, le RCS, retargeting. Plan de fidélité aussi chez Floa aujourd'hui qui est mis en place. Alors, on a du cashback, on a beaucoup d'offres exceptionnelles que nous amènent nos partenaires en ce moment, par exemple. Vous pouvez gagner un iPhone si vous jouez sur notre compte Instagram. Donc, c'est vrai qu'on alimente, on a un plan de communication vers nos clients où on essaie de leur pousser des offres pertinentes. L'idée, c'est pas de les assommer et de les noyer sous des emails, mais on essaie de les alimenter des offres que nous partagent les partenaires. Notre sujet, c'est aussi beaucoup travailler avec tout notre écosystème. C'est-à-dire qu'on travaille avec plus de 20 000 marchands. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal d'offres et on les pousse à nos clients. Je vous pose cette question parce que c'est un peu l'obsession de plein de marques, mais c'est surtout l'obsession dans le monde bancaire. On a absolument envie de retenir notre client et de le fidéliser. Peut-être plus qu'ailleurs. Vous savez, je pense qu'on travaille l'UX, quand on est service client, quand on entretient une relation de qualité, et pas que dans une promesse et des beaux discours, mais que c'est une expérience que vit le client, je pense que par essence, c'est fidélisant.
On se le dit, on se l'est déjà dit, service client élu en 2024, puis en 2025, meilleur service client de l'année, puis 2026. On verra. Voilà, point d'interrogation. Alors c'est marque de l'année 24 et 25. Ah, marque de l'année, pardon. Quelle est votre recette ? Pour l'élection de service client de l'année, c'est vrai qu'on l'a eu plusieurs années, ce titre. Il n'y a pas de recette magique. En fait, c'est vraiment du travail, des optimisations en continu, l'engagement aussi des équipes, et pas que de l'équipe relations clients ou que de l'équipe digitale ou communication. C'est vraiment, on centralise les remontées clients, on pilote notre NPS, on s'assure du niveau de satisfaction. Net Promoter Score, enfin on va juste faire la traduction du NPS. Net Promoter Score, tout à fait. Vous avez raison. On utilise aussi l'IA pour mesurer l'émotion quand un client nous téléphone, quand il y en a à l'appel, c'est qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas réussi à résoudre seul. Et ben on va mesurer l'émotion pendant son appel, voir s'il y a de la joie, de la colère, et puis on va travailler dessus. On va dire, bon, là, ça peut-être qu'on l'avait mal expliqué. La RC va nous remonter le pain point, la relation clientèle va nous remonter le point qui est bloqué, et nous on va peut-être retravailler des facs, on va retravailler nos CRM pour mieux expliquer probablement quelque chose qu'on n'a pas expliqué. Parfois on peut même revoir certaines UX de certains parcours. Vous rappelez les clients aussi régulièrement ou vous attendez que les clients vous appellent ? Alors on fait plutôt, on a quelques campagnes d'appel sortant, mais c'est plutôt de l'entrant. Ouais. Voilà, ouais. On n'est pas intrusif vers nos clients. Vous n'êtes pas intrusif, c'est formidable. Dernière question avant de nous quitter. Aujourd'hui, on voit effectivement, et on en a déjà parlé, que l'intelligence artificielle, globalement, est incontournable, encore plus dans le secteur dans lequel Floa se situe. Est-ce que justement cette intelligence artificielle qui va peut-être entrer dans les logiques de scoring, de gestion du risque, etc., est-ce qu'elle n'apporte pas quelquefois une forme de discrimination ou au contraire, elle a justement d'autres avantages? L'IA, je vous en ai parlé, elle est au cœur vraiment de tout chez Floa, enfin de beaucoup de sujets. Évidemment, le scoring, mais la relation client, le marketing. Donc c'est vrai qu'on a une utilisation quand même très hybride aujourd'hui de l'IA. Elle nous permet d'aller plus vite pour faire des protos et puis après pour les développer. Et l'IA autour de la data aussi, on est très vigilant. D'ailleurs, on a eu le label Labelia qui reconnaît l'engagement de Floa dans le développement d'une intelligence artificielle éthique, transparente et responsable. Ce label, on vient de l'obtenir, on l'a obtenu pour 2 ans. Bravo. Donc voilà, l'IA c'est important, mais on essaie de le faire bien. Ça sera le mot de la fin. Vous faites les choses bien. En tous les cas, c'était passionnant parce qu'on est passé de l'étape du rebranding en passant par la logique de produit, puis de communication, puis d'intelligence artificielle. Enfin, globalement, c'était très riche, si je puis me permettre. Avant de se quitter, en tous les cas, merci Fabienne aussi. Avant de se quitter, je rappelle bien sûr l'adresse du site internet, floabank.fr. Merci à toutes et à tous de nous suivre sur les réseaux. Et sinon, moi, je vous dis à très vite. Merci. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.